Ça va pas? Non, regarde ici. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah pourquoi on t'a attaché, maman? Je sais pas, regarde ici, je sais pas sortir. T'es tombée. Vous êtes bouleversé lorsque vous constatez, à l'occasion d'une visite à votre proche, que celui-ci est maintenu à l'aide d'une contention. Incompréhension, préjugés animent vos émotions. Mais quel chemin parcouru avant d'arriver à cette dernière option qu'est la contention mécanique? Face à des patients qui présentent un risque élevé de chute, un état d'agitation majeure, un syndrome confusionnel aigu ou encore en état de sevrage, alcoolique ou médicamenteux, effectivement, il est parfois nécessaire d'en arriver à la contention mécanique. D'une part, pour pouvoir assurer la sécurité du patient, des autres patients et du personnel soignant, mais également afin de pouvoir poursuivre le traitement engagé, soit par voie intraveineuse, par une sonde d'alimentation entérale ou le maintien indispensable d'une sonde vésicale. Pour les patients âgés hospitalisés, dans l'ensemble de l'institution, il existe le service de la liaison interne gériatrique. Ce service qui est constitué donc du gériatre et de son équipe pluridisciplinaire, à savoir le personnel infirmier, ergothérapeutique, les kinés, nutritionnistes, neuropsychologues, logopèdes et assistantes sociales, vont réaliser une démarche d'évaluation gériatrique globale de la personne âgée. Ils vont dépister et tenter de prendre en charge un maximum les syndromes gériatriques. Et parmi ces syndromes gériatriques, on retrouve justement les chutes et les états confusionnels aigus. Ainsi, par les évaluations et les propositions d'intervention qui seront faites pour les équipes de première ligne qui soignent les patients âgés dans leurs unités, l'objectif de la liaison interne gériatrique est de restaurer au maximum l'autonomie du patient, et ce dans le but de permettre un retour dans son cadre de vie habituel dans les meilleures conditions possibles. L'aménagement des chambres n'est pas anodin. Tout a été pensé pour le confort et la santé des patients. Effectivement, lors de l'aménagement des chambres et des unités de soins, tout a été mis en œuvre afin de réduire au maximum tout ce qu'on pouvait mettre comme contention chez le patient. Par exemple, les chambres sont spacieuses, l'éclairage est optimal et le matériel de la chambre est adapté. Alors, nous avons des lits à hauteur variable et avec des barres de protection qu'on peut relever. On met à disposition un bouton poussoir qui permet aux patients de sonner en cas de problème. Lors de l'entrée du patient, l'infirmière évalue les risques de chute et de confusion. Si le patient présente un risque, l'infirmière va mettre en place un schéma de soins spécifique à sa surveillance. Ensuite, l'infirmière va aménager la chambre en enlevant le mobilier superflu, chaises, pieds à perfusion. Elle peut aussi placer un matelas sur le sol avant la nuit. En cas de chute, le patient ne se fera pas mal. Le lit sera mis en position basse et les barres de lit peuvent être relevées. L'infirmière peut proposer aux patients des activités avec la présence d'une ergothérapeute. On constate bien souvent que lorsque le patient est occupé, il a moins tendance à vouloir quitter le service et il est souvent beaucoup plus calme. Comme autre mesure, il y a des caméras dans les couloirs qui permettent de suivre et de retrouver un patient confus. Toutes ces alternatives nous permettent de laisser le patient libre de se promener dans le service et cela évite d'avoir recours à un moyen de contention. Quelles sont les autres approches qui permettent de réduire avec une bonne sécurité le recours à la contention? En psychiatrie, c'est peut-être un peu plus facile parce que nous avons une approche psychosociale un peu plus particulière. Nous emmenons nos patients dans des activités extérieures, nous les accompagnons, nous les observons et ce travail est fait aussi bien par des éducateurs, par des paramédicaux que par les infirmiers. Donc tout au long de leur journée, on essaie de les resocialiser, donc de leur redonner un certain temps et un rythme de vie, participer à l'élaboration de la vie dès le matin en se levant, en se lavant, en allant chercher ses médicaments, en reportant son plateau dans un chariot, ou encore participer à des activités qui sont créées par les thérapeutes, à savoir des sorties en ville, des participations au niveau de la cuisine, des jeux, du bowling, de la natation, des groupes de parole. Tout ceci fait que la personne peut être entourée par le personnel et par les éducateurs et par les paramédicaux, tout en ayant un rythme de vie différent. Et s'ils sont agités, on peut intervenir tout de suite. Et en pédiatrie, parle-t-on aussi de contention? Donc en pédiatrie, l'approche médicale, environnementale, occupationnelle ou socio-psychologique va dépendre de plusieurs facteurs. L'âge de l'enfant, le fait qu'il pourrait avoir des problèmes d'ordre du comportement ou un handicap,
Le fait aussi que l'hôpital représente un danger, parce qu'on y stocke des médicaments, des substances servant au diagnostic ou au traitement, du matériel piquant ou coupant, parce que les portes sont des fois mal fermées par des visiteurs. Aussi parce qu'on doit parfois contenir un enfant, le tenir pour mettre en route des traitements comme des perfusions, comme des ponctions lombaires, ou s'occuper d'un plâtre ou d'un pansement. Et parce qu'on a aussi, quelque part, une responsabilité juridique pour l'accueil et la surveillance d'enfants mineurs d'âge lors de problèmes où, par exemple, il y a un placement. Et comment prend-on la décision d'avoir recours à la contention ? Après réévaluation des risques, on va décider du type de contention. Parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la contention, ce n'est pas une mesure de facilité. C'est quelque chose qui nous demande à nous beaucoup de temps, qui est difficile à vivre pour les familles, pour les patients, pour tous les patients du service aussi. Donc le but d'une contention, ce qu'il faut en savoir, c'est que son premier but, c'est de protéger le patient contre lui-même s'il a des comportements dangereux. De le protéger aussi contre des comportements qui pourraient être nocifs pour sa vie sociale. On a parfois des patients qui sont très désinhibés, qui ont des comportements tout à fait inadéquats socialement en phase de crise. Alors nous, on a tendance à les protéger pour qu'une fois que leur état est stabilisé, ils n'aient pas à faire face au fait de, par exemple, s'être déshabillé ou d'avoir fait des propositions, d'avoir tenu du langage très ordurier, par exemple. Donc on les protège aussi pour leur vie sociale. On doit protéger les autres patients du service, surtout en cas d'agitation extrême. On doit protéger les familles qui viennent visiter soit le patient lui-même, soit les autres patients. Il faut aussi penser à la sécurité du personnel soignant. Et puis, en dernier lieu, il y a aussi les contentions qu'on met en place parce que sinon, on ne peut pas poursuivre le traitement. C'est-à-dire que la personne est tellement agitée qu'on ne peut plus lui administrer son traitement et dans ce cas-là, la contention est décidée pour permettre la poursuite du traitement qui est adéquat. Et quid de l'utilisation des médicaments ? La contention chimique est utilisée à certains moments, mais il faut bien se rendre compte qu'elle est toujours transitoire et que son but, c'est de restaurer l'autonomie des patients le plus vite possible. Donc, parfois, dans des cas d'agitation extrême, on est obligé de passer par une médication plus sédative, plus de contention, mais elle est toujours transitoire et vraiment, c'est quand aucune alternative n'est possible. Que la contention soit physique, mécanique, pharmacologique, architecturale ou psychologique, elle nécessite une surveillance maximale de la part du personnel soignant. Le type de contention sera fonction de l'état du patient et de la possibilité de prévoir l'évolution d'une situation. La contention vise à restreindre partiellement ou complètement les mouvements d'une personne pour pallier à un risque de blessure pour elle-même ou pour les autres personnes en contact avec elle. Cependant, la contention mécanique restera toujours la dernière option. Et on s'intéresse aussi au psychologique du patient. Le psychologue va en fait tenter d'apaiser le patient en essayant de comprendre avec lui les raisons de son agitation. Et à sa demande, on lui redonnera des informations plus contextuelles sur l'endroit où il se trouve et les raisons de son hospitalisation. Notre passage peut être répété aussi également auprès de la famille et notre entretien sera reformulé auprès de l'équipe soignante pour qu'ils puissent répondre le plus adéquatement possible à cette agitation. Et les infirmiers et infirmières sont aussi de précieux relais pour l'entourage des patients. Oui, bonjour madame. Je suis la fille de monsieur ici de la chambre 601. Il y a un petit mot comme quoi je dois prendre contact avec vous. Tout à fait. En fait, votre papa était fort désorienté depuis ce matin. Et l'après-midi, il a essayé de sortir de notre service avec les visiteurs. Et comme le soir, les infirmières qui font les soins dans les chambres, on ne peut pas surveiller tout le temps. Donc pour cette raison-là, nous avons pris décision en équipe de l'enfermer dans sa chambre pour pouvoir mieux surveiller. Et pour cela, les infirmières ils vont vérifier tous les une demi-heure pour voir si tout se passe bien. C'était pour cela. D'accord, ça va, je vous remercie madame. Très bien, au revoir madame. Et quand le confinement dans la chambre devient inadapté, toutes les solutions ne sont pas épuisées pour autant. On est en cellule d'isolement ici, c'est vraiment le dernier recours, la dernière option. Oui, à savoir qu'aux urgences et en psychiatrie, nous disposons d'une cellule d'isolement. C'est le dernier recours quand les personnes arrivent dans un état d'agitation ou d'agressivité extrême. L'équipe des urgences doit prendre une décision très rapide et c'est la dernière option. Vous allez donc attacher la personne là ? Oui, donc on attache la personne mais c'est pas pour ça que le patient est laissé à l'arrêt.
entre guillemets à l'abandon. Donc à savoir qu'il y a une surveillance accrue au niveau de notre personnel. On vient vérifier tous les 10 à 15 minutes au niveau du patient pour voir son état de conscience, s'il ne se dégrade pas, pour voir au niveau aussi des endroits d'attache s'il n'y a pas de lésion. Donc c'est pas parce qu'on met une personne dans une cellule d'isolement qu'il n'y a pas des soins en plus à faire, tout au contraire. Voilà docteur, j'ai pris ces paramètres. Donc ces paramètres sont tout à fait stables, madame est beaucoup plus calme, donc je pense qu'on pourra envisager de la remettre dans une chambre normale. Ça va. Ça va ? Très bien. Merci. Merci. Pratiquement, y a-t-il des risques liés à la contention mécanique ? Effectivement, il existe des risques liés à la contention mécanique qu'il faut connaître. On peut citer parmi ces risques et les effets secondaires une perte d'autonomie progressive du patient avec une dégradation de la marche, une fonte de la masse musculaire et une fonte osseuse, ce qui pourrait amener à une ostéoporose et donc à une perte d'autonomie. Parmi les autres risques, on peut retrouver des infections urinaires, pulmonaires, l'apparition de phlébites, mais aussi des blessures liées à la contention mécanique, des blessures directes au niveau des tendons et des nerfs ou d'autres types de blessures plus importantes. La déshydratation peut aussi être un souci lié à la contention. Voilà pourquoi le personnel soignant veille à ce que le patient contentionné boive régulièrement. C'est pour toutes ces raisons que la contention mécanique doit être limitée dans le temps et être la dernière option envisagée. Son maintien ou non doit donc être réévalué régulièrement par l'équipe soignante et le médecin responsable du patient. Les médecins et les soignants informeront aussi la famille afin de lui permettre de comprendre, d'accepter et de coopérer afin de lever le plus rapidement possible ce type de contention. Une telle situation nécessite une évaluation quotidienne et une surveillance individualisée afin d'optimaliser ses bénéfices et de limiter les risques. La finalité étant avant tout la santé du patient.